Bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir ce soir pour une nouvelle conférence du cycle du bicentenaire de l'École nationale des chartes, puisque nous sommes encore pour quelques semaines en 2021. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Odile Velfelet, qui donc, va nous donner une conférence intitulée Édith Thomas, de la très très chic fille au grand seigneur en exil. Chère Odile, c'est un plaisir que de te retrouver ce soir pour cette nouvelle conférence bicentenaire. Alors tu es archiviste paléographe de la promotion 1982, conservatrice générale du patrimoine, actuellement chargée de la coopération internationale aux archives de France. Et donc la conférence que tu nous donnes ce soir n'est pas sans rapport, je pense, avec l'un de tes centres d'intérêt, qui est donc l'histoire des femmes. Histoire des femmes pour laquelle tu as donc développé, je crois, une attirance précoce, puisque pour ta thèse d'école des chartes, tu t'es plus précisément intéressé au lien entre féminisme et journalisme, à travers donc un travail de thèse d'école des chartes, je viens de le dire, intitulé Féminisme et journalisme, la Fronde, 1897-1905, histoire d'une entreprise de presse. Tu es donc sensible, comme je peux l'être, à l'histoire des femmes et à la question concomitante des sources qui permettent de l'écrire. Alors au sujet de ces femmes, justement, un silence des archives certain a bien pu parfois être observé, mais tel n'est pas apparemment le cas de ton personnage du jour, hein, de la grande chartiste que fut Édith Thomas. C'est une bonne idée, je crois, de consacrer une conférence à Édith Thomas, car jusqu'ici, dans le cadre du bicentenaire de l'École des Chartes, nous avons surtout évoqué des figures masculines et relativement peu de femmes encore, même si, pour ma part, j'ai eu le bonheur de pouvoir évoquer Régine Pernoud, le 18 juin dernier, lors du colloque organisé en partenariat avec l'Académie des inscriptions et belles-lettres, un colloque intitulé L'École des chartes inattendues. Alors cette intervention relative à Édith Thomas a, je crois, d'autant plus de sens si l'on met en regard la période de son passage à l'École des chartes et la féminisation progressive de l'institution. Puisque, j'ai toujours plaisir à le rappeler, l'École des chartes fut la première des grandes écoles mixtes dès les années 1920-1930 du XXe siècle. En effet, dès 1923, je crois que la parité est acquise pour les entrées et au début des années 30 pour les sorties. Et très vite, on le constate aisément, les filles n'ont pas tardé à disputer à leurs homologues masculins les meilleures places à l'entrée comme à la sortie de l'école. Et donc 1931, ce fut précisément le moment où Édith Thomas est sortie de l'institution, puisqu'elle fut diplômée de cette année-là. Donc on peut se demander, je me suis évidemment posé la question, quel fut son rapport à cette institution qui l'avait formée, un rapport qui n'est pas toujours simple, hein, bien sûr. Nous allons le découvrir ce soir, je crois, grâce à toi, à travers donc un itinéraire professionnel et un parcours de vie aussi qui sont très riches, hein, on le voit très très bien, entre engagement politique, engagement féministe, écriture de l'histoire, écriture romanesque, écriture journalistique aussi. Voilà, personnage complexe, très riche. On a vraiment hâte d'en savoir plus. Donc, chère Odile, tu as la parole. Un grand merci à toi d'avoir accepté d'être là ce soir et d'avoir consacré, je le sais, voilà, beaucoup de temps à la plongée dans les archives, à leur examen et à une analyse dont on a hâte de prendre connaissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Je souhaite remercier Michèle Boubonissec, donc directrice de l'école, qui a accepté d'ajouter cette conférence au planning déjà chargé de la célébration du bicentenaire.
Je remercie Olivier Poncet, professeur à l'école, de s'être fait auprès de la directrice l'écho de la remarque que je lui avais faite en mars 2021, après avoir suivi les premières conférences. Ce serait pas mal de parler aussi des femmes chartistes. J'avais lancé à titre d'exemple le nom d'Edith Thomas, qui est morte il y a 51 ans, à quelques jours près. Qu'on me confie cette conférence est un honneur et, comme le disait Michel, un peu un retour à mes années d'élève de l'école et à ma thèse. En me plongeant dans la vie et les œuvres d'Edith Thomas, j'ai été prise d'un certain vertige. Romancière, journaliste, biographe, historienne, poète, communiste, résistante, convertie au protestantisme. Comment parler d'une femme qui a traversé tant d'épreuves, survécu à de terribles déceptions, mais aussi connue de son vivant une renommée certaine en tant qu'auteur de romans et de biographies et comme personnalité très engagée à gauche. Faire le récit exhaustif d'une vie engagée dans le temps présent, portée par un idéalisme et une morale intransigeante, une vie souvent douloureuse, faite de départs, demanderait plus d'1 heure. Il a fallu faire des choix simplificateurs, pas trop chartistes. Pour autant, ce récit sera fait des nombreuses imbrications dans la vie d'Edith Thomas. Je mettrai l'accent sur les années de formation et autant que possible sur ses liens avec l'école des Chartes et les chartistes. Edith Thomas, née à Montrouge le 23 janvier 1909, d'une famille de droite et bourgeoise, dit-elle. Son frère Gérard, né 2 ans plus tard. Bien que catholiques, ses parents ne se sont pas mariés à l'église et n'ont pas baptisé leurs enfants. À 16 ans, par goût de la minorité et de la dissidence, elle décide de se convertir au protestantisme et se fait baptiser. Elle parle d'une éducation, d'une honnêteté scrupuleuse qui lui a donné une solide règle de conduite, agir en conformité avec ce que l'on croit vrai, quelles qu'en puissent être les conséquences. Elle entre à l'école des Chartes en novembre 1927 et sort 16e de sa promotion. Alors c'est Jean-Charles Bédac qui m'a aimablement transmis la numérisation de la photo en 28-29. Et donc Edith Thomas à droite, on la voit à côté d'elle, c'est sa future belle-sœur Madeleine Guyon, sa grande amie qui a épousé le frère d'Edith Thomas. Donc 22 élèves, dont 3 hors rang et 1 à titre étranger. On trouve 10 femmes dans cette promotion. Avec la scolarité à l'école commence le désenchantement. Edith Thomas s'aperçoit qu'elle ne peut pas compter sur son physique pour séduire et que son intelligence ne suffira pas à attirer un homme. De plus, c'est ce qu'elle dit, de plus, ce qu'elle perçoit des tendances politiques des élèves de l'école lui déplaît. Selon elle, l'école était un repère de jeunes catholiques adhérents de l'Action française et elle-même passée avec son hostilité à Maurras pour quelqu'un d'assez mal pensant. Comme l'a montré Bertrand Joly, que les élèves de l'école soient majoritairement à droite est une vision largement répandue qui vient d'une image erronée du chartiste, souvent doté d'un nom à particules et issu d'une famille assez riche pour pouvoir se permettre de poursuivre des activités érudites sans rechercher un vrai travail. Certains chartistes avant la Seconde Guerre vont se positionner comme des intellectuels de gauche, qu'ils soient radicaux comme Chanson, compagnons de route du Parti communiste comme Louis-Martin Chauffier ou sa future belle-sœur Madeleine Guyon, faisant partie de mouvements pacifistes internationalistes comme Bréban, surréalistes comme Bataille. Toujours est-il qu'elles se sont doublement seules et différentes et fréquentent plutôt des normaliens. Elle ne tient pas à poursuivre dans la voie professionnelle que lui ouvre l'école des Chartes. « Je répugnais à prendre un métier de chartiste qui m'ennuyait », écrit-elle à propos des années qui suivent son diplôme. À cette époque, trouver un poste n'allait pas de soi. La profession d'archiviste offrait peu de débouchés, prestigieux et bien payés, et ça a d'ailleurs été un des combats de Charles Bréban, directeur des Archives de France entre 1948 et 1959, que d'essayer de revaloriser le statut de la profession et les salaires. Ainsi, Régine Pernoud, diplômée de l'école en 1933, soit 2 ans après Edith Thomas, dut-elle occuper des emplois différents entre 1933 et 1947, enseignante dans des lycées parisiens, employée au Touring Club, vacataire à la Bibliothèque nationale, bibliothécaire pour classer les livres de l'industriel Jean Lebaudy. Ce n'est qu'en 1947 qu'elle devient conservatrice au musée des Beaux-Arts de Reims, puis aux Archives nationales en 1949, chargée par Bréban de réorganiser le musée d'histoire de France. À l'automne 1931, après avoir souffert du genou pendant toute sa scolarité, Edith Thomas découvre qu'elle est atteinte d'une tuberculose osseuse et doit rester alitée, craignant de ne plus pouvoir marcher. Une longue période d'isolement s'ensuit, qui sera suivie d'autres tout au long de sa vie. Elle va boiter toute sa vie et en garde un complexe et un sentiment d'infériorité physique. Elle prend la décision à ce moment-là de tout surmonter par la lucidité et d'écrire.
Sous la pression de cette vie à la fois violente et dénuée, je m'ai mis à écrire. J'avais besoin d'écrire comme on a besoin de manger. Écrire est avant tout une nécessité organique, une nécessité thérapeutique. Je continue à écrire parce que je ne peux pas faire autrement. Georges Girard, chartiste, conservateur aux archives diplomatiques où travaille Madeleine Guyon, présente les manuscrits d'Édith Thomas à la revue hebdomadaire qui décerne un prix sur manuscrit et le publie habituellement sous forme de feuilleton. La revue hebdomadaire décerne le prix du premier roman à la mort de Marie sans le publier. Et comme c'est une revue qui soutient la cause fasciste, ce prix n'enchante pas Édith Thomas, qui se tient sur la défensive et fait un service de presse à contre-cœur. Car Gallimard va accepter de publier en 1934 La mort de Marie et L'homme criminel, 2 livres séparés, puis en 1935, 7 sorts. Elle se demande alors si elle doit entamer une carrière d'écrivain chez cet éditeur, le plus prestigieux de tous, et rester en dehors de tout, ou bien s'engager dans l'extrême gauche, c'est elle qui emploie l'expression. Édith Thomas va prendre le second chemin, celui de l'écriture engagée, justifiant son engagement par le sens du contexte historique appris à l'école des Chartes et par la certitude qu'on ne peut vivre qu'en retrouvant les autres. D'autres chartistes avant elle ont également choisi d'être romanciers, journalistes et de prendre une part active à la vie politique. Comme Chanson, sorti en 1924 et nommé en 1925 sous-chef du cabinet du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, futur directeur des Archives de France. Louis-Martin Chauffier, qui a une carrière assez atypique, qui a commencé par être médecin, ancien externe des hôpitaux de Paris, promotion 1921, qui a écrit plusieurs romans entre 1922 et 1930, avant de devenir chroniqueur ou rédacteur en chef de différents journaux. Roger Martin Dugard, promotion 1906, qui, bien qu'il ait beaucoup aimé ses études, ne semble jamais avoir envisagé une autre carrière que celle d'écrivain. Et certains ont travaillé dans les archives ou les bibliothèques, tout en continuant à écrire, comme Brébant, Georges Bataille, bien sûr. En 1934, bien que se sentant, selon ses propres mots, une bourgeoise intellectuelle et voulant rejoindre la classe ouvrière, c'est elle qui dit rejoindre la classe ouvrière, elle adhère à l'association des écrivains et artistes révolutionnaires créée par Paul Vaillant-Couturier, communiste, et qui écrit dans l'Humanité aussi. Elle y retrouve les chartistes et futurs résistants, Chanson et Martin Chauffier, avec qui elle sera liée toute sa vie. À cette occasion, elle rencontre Louis Aragon, qu'elle déteste d'emblée et compare à un carnassier, puis à un serpent. En tout cas, elle dit un animal d'une espèce étrangère à l'homme, pas un chien ou un chat. Aragon l'a fait écrire dans Combat. Elle espérait rejoindre la classe ouvrière et trouve de jeunes intellectuels, très dévots d'Aragon, c'est, je cite, et assez snobs. En septembre 1934, elle revient d'un voyage de tourisme en Algérie, indignée par la différence de vie entre les colons et les Algériens. À son retour, elle démissionne de l'association, ne voulant pas adhérer à une orthodoxie. Et elle rejoint le journal Vendredi, fondé par les deux chartistes rencontrés à l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, Chanson, qui est le fondateur, et Martin Chauffier, qui est rédacteur en chef. Fondé et dirigé par des écrivains, le journal se veut l'organe des hommes libres de ce pays et l'écho de la liberté du monde. Le premier numéro paraît le 8 novembre 1935, vous avez l'image de la première page, et se définit comme un hebdomadaire littéraire, politique et satirique. Il va paraître jusqu'en fin 1938. Après avoir enseigné quelques mois en Angleterre en 1935, Édith Thomas, désireuse d'avoir la sécurité financière que ne lui offre pas le journalisme, entre à contre-cœur à la Bibliothèque nationale en 1936. Je n'ai jamais aimé ce genre de travail qui consiste à préparer le travail d'autrui. Rien n'est plus déprimant que ce travail de manœuvre intellectuelle qu'on exige des bibliothécaires et des archivistes. Derrière les murs de la BN, je me sentais comme en prison. Dehors, c'était juin 1936, et moi, je devais faire des fiches derrière des grilles. J'enrageais. En novembre 1936, Aragon lui propose d'aller en Espagne pour faire des reportages sur la guerre civile. Julien Quint, alors administrateur de la BN, lui en donne l'autorisation, à condition qu'elle ne donne pas au service où elle est les vraies raisons de son absence et qu'elle lui raconte ce qu'elle a vu à son retour. Elle publie Le Refus aux éditions sociales en 1936, puis va se consacrer essentiellement à ses activités de journaliste et de grand reporter. Elle commence à écrire dans le magazine du Parti communiste Regard. Voulu comme un outil moderne de communication, d'éducation et de combat, il fait une large place aux photos, comme vous pouvez voir. La plupart des auteurs sont communistes ou sympathisants. Les femmes sont bien représentées, comme Simone Terry, qui écrit également pour Vendredi, le journal de chansons, et ne sont pas nécessairement cantonnées au sujet de la vie quotidienne.
Edith Thomas a publié à plusieurs reprises de longs reportages, et ce qui est assez drôle quand on voit sa vie après, c'est qu'elle a fait de longs reportages souvent consacrés à la vie quotidienne des classes laborieuses, s'attachant en particulier aux enfants, des écoles où entre le soleil, de bons ouvriers des familles françaises, comment l'Union soviétique a résolu le problème de l'enfance, sur le chemin de la vie, famille de la grande ville, ce qui n'est pas son sujet de prédilection, des articles politiques, notamment le racisme en Italie, les descendants de la Louve romaine sont-ils devenus des Ariens blonds, et même un conte de Noël, le 23 décembre 1937. Elle écrit régulièrement jusqu'à la fin de la parution en septembre 1939, et quand le journal ressort en 1945, elle va publier encore des articles. En 1937, elle rejoint comme grand reporter Ce Soir, créé par le PCF et dirigé par Aragon, officialisant ainsi son statut de compagnon de route du Parti communiste. Elle peut écrire « Je quittais donc une vie routinière, honorable et assurée des lendemains. J'entrais dans le journalisme comme on poursuit une aventure, comme on entre en religion. » Très vite, elle déchante. Elle n'aime pas le débraillé et le cynisme de la salle de rédaction. On lui reproche des articles trop orientés, pas assez gais, traditionnels et bourgeois. Il fallait faire l'éducation des masses qui étaient des instruments méprisés, écrit-elle en 1952. Il fallait faire de la retape, on exploitait la misère, le sadisme et la sexualité. On lui confie la partie larmoyante et sentimentale du journal, et elle devient une sorte de dame d'œuvre chargée des petits pauvres d'Aragon. Excédée, elle refuse de couvrir les procès d'assises et se sent extraordinairement dégoûtée du climat du journal. Comme son état physique ne permet pas de l'envoyer en Espagne, elle part faire des reportages sur les réfugiés qui traversent les Pyrénées. Puis, refusant de tout faire pour arriver, elle est de plus en plus isolée et Aragon la renvoie en juillet 1938. Elle se retrouve sans revenu, mais ne veut pas revenir à la BN. Son père l'aide financièrement, elle vit toujours à Montrouge, chez ses parents, et elle est humiliée de ne pas arriver à gagner sa vie avec sa plume. De mai 1939 à septembre 1941, elle est atteinte par une tuberculose pulmonaire et doit partir à Arcachon. Quand elle revient à Paris en 1941, elle pense d'abord à redevenir journaliste pour avoir un travail salarié. Elle refuse les collaborations à des journaux et revues officielles que lui propose Jean Paulhan et se résigne, munie du titre ridicule d'archiviste paléographe, à entrer aux archives nationales par la petite porte du chômage intellectuel. On trouve la chronologie des emplois d'Edith Thomas aux archives nationales dans son dossier de carrière conservé à Pierrefitte-sur-Seine. Et effectivement, le service des chantiers intellectuels et artistiques la recrute sur le chantier 1312 à partir du 13 octobre 1941 comme agent de catégorie B. Catégorie qu'elle n'arrivera jamais à dépasser, elle n'arrivera jamais à être classée en catégorie A ni avoir un emploi permanent. Dans son témoignage, le témoin compromis, elle dit ne pas avoir cherché à faire une carrière administrative, pas plus qu'une carrière littéraire. J'avais trop de mépris pour cette société pour chercher à m'y faire une place. Mon travail concernait des documents périmés depuis des siècles et ne servait qu'à préparer des études dérisoires. Dans ce monde absurde, cette absurdité me plaisait. Je gagnais ainsi de quoi de ne pas mourir tout à fait de faim en faisant des fiches dans les séries des religionnaires fugitifs et des bâtiments du roi. Alors en effet, les archives protestantes avaient été rapatriées d'Allemagne en 1943 et elle a fait un inventaire qui est encore celui qu'on trouve aujourd'hui sur le site des Archives nationales. Son état de santé s'oppose à sa titularisation. Elle passe à la demande des archives des examens médicaux en 1943. Un certificat médical rappelle qu'elle a une atteinte tuberculose en 1939 au poumon droit, qu'elle en a gardé des séquelles et est régulièrement traitée par pneumothorax artificiel. Le courrier du médecin dit d'abord qu'elle peut être considérée comme cliniquement guérie et peut assurer sa fonction d'archiviste paléographe sans danger pour elle ni pour son entourage. Mais par un retournement brusque, la porte se referme quand ce courrier précise que certes, Mlle Thomas peut continuer son travail aux archives en qualité d'auxiliaire, mais n'étant pas indemne de toute affection tuberculeuse, elle ne peut être admise dans les services de l'État. Le certificat d'aptitude lui est donc refusé. Le 19 janvier 1943, après ce certificat, Thomas écrit une lettre de 3 pages au directeur après avoir eu un rendez-vous avec le bureau du personnel à l'Éducation nationale. Elle masque mal sa fureur et essaie de persuader Charles Saint-Maran qu'il est libre de recruter qui il veut. Mais elle ne tient pas gain de cause et reste personnel temporaire. Pendant la Seconde Guerre, la résistance a pris des formes diverses. Les intellectuels se sont engagés avec leurs propres armes, leur écriture. Publier n'était pas facile en raison de la pénurie de papier, de la censure allemande et des risques encourus de descente et de rafles. Pour autant, l'activité éditoriale clandestine a été intense, à Paris comme en province.
Alors qu'avant la guerre, l'antifascisme et l'antinazisme d'Edith Thomas ne laissaient, selon ses propres mots, pas de place pour le nationalisme ou le patriotisme, car sa patrie, c'était l'univers. Après mai 40, elle retrouve la sensation du patriotisme le plus charnel. Ces deux sentiments, dit-elle, l'antinazisme, le patriotisme le plus charnel, formèrent la base de l'esprit de résistance, selon des dosages différents chez chacun d'entre nous. Elle a adhéré au Parti communiste français en 1942. Elle ne l'a pas fait plus tôt, car on l'a vu, elle n'était pas d'accord avec les méthodes utilisées dans la presse, mais en avait reporté la responsabilité sur Aragon. Elle avait dit que l'absence complète de scrupules dans l'information et dans l'utilisation des faits, donc à l'époque de Ce Soir, scandalisait ce côté d'honnêteté puritaine et chartiste, qui est la seule valeur à laquelle je sois restée constamment attachée. Dans l'été 1942, Claude Morgan, mandaté par le parti, vient la voir dans son perchoir des archives pour qu'elle le mette en relation avec Pollan, qu'elle connaissait, et qui avait créé avec Jacques Decour le Comité national des écrivains. Il s'agit de reprendre le projet des lettres françaises arrêté par l'exécution de Decour en mai 1942. Edith Thomas hésite à peine. Un instant, plutôt que d'aller voir Pollan, j'eus le désir de rester avec les religionnaires fugitifs dans mes papiers d'archives. Mais c'était du même combat qu'il s'agissait à travers les siècles, celui de la liberté contre l'oppression. On me trouvait difficilement dans mon grenier, en haut de plusieurs escaliers. Alors vous voyez là un des escaliers des archives nationales qui mènent effectivement vers les greniers, si je puis dire, au bout d'un long couloir sordide. Qui pourrait croire que des êtres qui ont choisi la poussière du passé peuvent s'intéresser encore suffisamment à la vie pour risquer la leur en quelque manière? Alors l'avantage de ces escaliers et de ce dédale de ces bâtiments qui sont du côté de la rue des Francs-Bourgeois, c'est qu'effectivement ils sont difficiles à trouver, que bien que des Allemands aient été installés aux archives nationales, très probablement ils ne mettaient jamais les pieds de ce côté-là. À partir de février 1943, les réunions du comité se tiennent chez elle. Elle habite alors rue Pierre-Nicole, dans le 5e, pas loin de l'Observatoire. Un quartier calme, et un immeuble où il n'y avait pas de concierge pour s'inquiéter du nombre de vélos garés dans l'entrée de l'immeuble ou de ces hommes et ces femmes qui arrivent par petits groupes. Et heureusement d'ailleurs qu'il n'y avait pas de concierge, car les gens de l'aide sont en général peu discrets et je recevais au moment de nos réunions des coups de téléphone, je pense dans le couloir ou dans l'entrée, que l'on croyait obscurs mais qui étaient si aberrants que n'importe quel policier aurait pu comprendre qu'ils recouvraient autre chose. Dans le livre de témoignages recueilli par Jacques de Bubridel, paru chez Juillat en 1970, Edith Thomas est la seule femme à témoigner, parmi Jean Guéhenno, Mauriac, Robert Debré, Claude Morgan, dans la partie intitulée « La résistance littéraire ». Jean Guéhenno écrit « Nous avions des réunions chez Edith Thomas. Pour moi, la résistance courageuse, c'est une fille comme ça qui la représente. Elle traversait Paris avec sa petite valise. Elle m'apportait des bouquins des éditions de Minuit pour moi, et aussi pour un certain nombre de gens à qui je les distribuais. Et tout ça avec une simplicité. C'est une très chic fille, une très très chic fille. Jusqu'à 22 personnes ont pu se retrouver chez elle pour préparer un numéro des lettres françaises ou travailler aux éditions de Minuit. Elle n'a tenu aucun procès verbal et se sentait toujours inquiète car responsable de la sécurité de ceux qui se réunissaient chez elle. Le groupe échange des nouvelles, retrouvant les moyens primitifs d'information des forêts tropicales. Même s'il n'était pas toujours aisé de faire coexister dans un même groupe des hommes d'horizons si divers, elle constate l'union provisoire de personnes si différentes, catholiques, chrétiens, libéraux, existentialistes, certains portés par la haine du nazisme, d'autres par le patriotisme et le sentiment national. Ce qui me paraissait important à ce moment-là, ce qui me donnait l'impression de vivre un événement unique, c'était la confiance que tous ces hommes se faisaient entre eux. Ils se livraient les uns aux autres, s'en remettaient totalement à autrui. Il n'y eut pas de traître chez nous. Nous pensions que le métier d'écrivain comportait une responsabilité plus grande que celle des autres professions. En zone nord, nous n'admettions pas que des écrivains résistants réfugiés en zone sud publiassent des ouvrages qu'ils envoyaient pour compte rendu aux journaux allemands. C'était là une forme de collaboration. Nous étions dans le combat et nos petits jeux littéraires pouvaient fort bien se payer de la déportation et de la mort comme Jacques Decour. Ça leur donnait un certain poids. Dans ce monde de mensonges, notre rôle à nous, c'était de crier la vérité. Les étoiles jaunes sur la poitrine des Juifs, l'arrachement des enfants à leur mère, les hommes fusillés chaque jour, les déportations vers des lieux inconnus dont nous ignorions alors toute l'horreur. Je n'ai pas rayé un seul mot de mes textes et j'en assume encore aujourd'hui l'entière responsabilité. Le comité national des écrivains travaillait donc aussi pour les éditions de Minuit et elle croisa quelquefois Vercors, couvert, comme elle dit, d'une grande cape couleur muraille, sans savoir qui elle est.
En 1943, elle remettra le manuscrit aux éditions de Minuit des Contes d'Auxois. Édith Thomas insiste pour Debuts-Bridel sur le fait que la littérature de la résistance n'était pas chauvine, que la haine ne prenait pas un caractère national, français contre allemand, mais une lutte contre une idéologie d'asservissement. Donc Martin Chauffier a créé, lui, pendant la même période, donc vous voyez une page des Lettres françaises où il y a un poème d'Édith Thomas, Lève-toi et marche, un des poèmes qu'elle a écrit à cette époque-là. Martin Chauffier a créé avant Cahiers de Libération avant d'être arrêté et déporté. Et Chanson, lui, n'a pas écrit ou peu, est parti combattre dans le maquis du Lot où il a retrouvé, entre autres, Malraux qu'il connaissait déjà. De Gaulle, dans son discours à Alger du 30 octobre 1943, cite un poème d'Édith Thomas paru dans les Lettres françaises sous le prénom d'Anne, avec quelques variantes, et il s'en est excusé après d'ailleurs d'avoir un peu déformé le poème. Donc De Gaulle a dit « La résistance, c'est-à-dire l'expérience nationale, s'est accrochée sur la pente à deux pôles qui ne cédèrent point. L'un était le tronçon de l'épée, l'autre la pensée française. Comment ne pas sentir la déchirante qualité de ces poèmes qu'aujourd'hui toute la France cite en secret, ainsi de la plainte d'Anne, jeune femme rêvant dans les Tuileries. Comme ces jardins sont abandonnés, la guerre est au bout de l'allée, nulle part je puis m'en aller, où est-il donc mon amant derrière les fils barbelés, ou bien dessus la mer, allant rejoindre une armée triomphante. Bon, le texte est légèrement différent. Au printemps 1944, elle est enfin envoyée au maquis, car elle avait depuis longtemps le désir de se mêler à la vie des maquis. C'était un point de vue chartiste, écrit-elle curieusement, et pas si éloigné des études sur les religionnaires fugitifs que je poursuivais à ce moment-là aux Archives nationales. Et elle écrit ce compte-rendu de son voyage au maquis dans un des premiers numéros dans le premier numéro de Femmes françaises, le journal féminin publié par le Parti communiste. Après la Seconde Guerre, cette période s'achève et non sans difficulté. Alors que Louis-Martin Chauffier écrit dans L'Homme et la Bête que la France libérée, celle qui reprenait vie, nous demeurait inconnue, il eût fallu un esprit enfantin pour espérer que l'union fondée sur la résistance à l'oppresseur survivrait à sa cause. Pour Édith Thomas, la vie reprend à toute allure. En août 1944, elle est attachée au cabinet du commissaire provisoire à l'éducation nationale, Henri Vallon, communiste, proche de Paul Langevin, puis doit céder sa place à l'équipe d'Alger. Elle retrouve brièvement son poste de contractuelle aux Archives nationales. Comme elle ne peut pas être titularisée, elle envoie sa lettre de démission le 1er octobre 1944. Elle participe alors, comme elle l'écrit, à toutes sortes de comités, de commissions et de conseils. Notamment, le 14 septembre 1944, la commission d'épuration de l'édition se réunit et les Lettres françaises publient le 16 septembre une liste d'écrivains coupables établie par la commission d'épuration du Comité national des écrivains. Vercors était un membre influent des deux commissions. Paulan était tout à fait opposé à ces listes, selon le principe ni juge ni mouchard, défendant le droit à l'erreur, le risque de l'esprit de l'écrivain. Immédiatement après la libération, un comité d'histoire de la libération de Paris se crée, rapidement absorbé par la commission d'histoire de l'occupation de la libération de la France, créée par arrêté du 20 octobre 1944 auprès du comité des travaux historiques et scientifiques. Cet arrêté nommait 37 membres à la commission sous la présidence de Pierre Caron, directeur des Archives de France. Édith Thomas en a été membre puis vice-présidente. On demande à Édith Thomas, membre du bureau de la commission, de se mettre en contact avec les responsables des zones nord et sud du Front National, la résistance communiste. Après avoir vu Madeleine Brown, alors vice-présidente de la Chambre et qu'elle connaissait pour avoir été dans la même cellule communiste, elle prend rendez-vous avec Jacques Duclos, qui lui devra en référer au comité central. Elle lui glisse au passage qu'elle pense à quitter le parti. Il lui répond « De votre part et avec votre passé, ce serait mal ». Et il ajoute « Quitter le parti, c'est la mort ». Finalement, on lui fait dire que le comité central refuse de répondre à l'enquête de la commission d'histoire parce que le questionnaire pourrait servir à la police et que les historiens bourgeois ne donneraient jamais au Parti communiste la place qu'il méritait dans la résistance et qui était la première. En vraie chartiste, elle répond que le Parti communiste aurait encore beaucoup moins de place dans l'histoire de la résistance puisqu'il ne consentait à laisser aucune trace écrite de son action. C'était tout simplement la question de la vérité historique. Dans ses mémoires, elle dit qu'elle avait mis les dysfonctionnements qu'elle avait repérés depuis longtemps sur le compte de surréalisme pour Aragon, de la paresse intellectuelle qui amène à inventer quelque chose au lieu de faire des recherches, et du zèle imbécile des militants. Elle conclut que si le comité central refusait de répondre à ce questionnaire, c'était pour fabriquer à sa guise, à son aise, sa vérité historique.
Le parti se réservait le droit de faire le passé à sa guise comme il prétendait faire l'avenir. Peu à peu, on était repassé du marxisme à l'idéalisme absolu, du matérialisme à la magie. À l'analyse serrée, précise de l'histoire, on avait peu à peu substitué un système de falsification. Il y a également une commission d'histoire de la résistance dont Marcel Baudot, inspecteur général des archives et grand résistant, était le secrétaire général. Les communistes ont catégoriquement refusé de participer aux travaux. En 1944, donc elle est encore au PCF et elle participe à l'aventure des femmes françaises, donc hebdomadaire féminin, créé par le parti et dans le cadre de l'Union des femmes françaises. On lui demande d'en faire une sorte de Marie-Claire. Et elle écrit donc « C'est avec des scrupules de chartiste que je dépouille des années de Marie-Claire, tout en pensant qu'il faut élever le débat au-dessus du prix des pommes de terre et des carottes. » Elle fait appel à Jean Paulhan en novembre 1944 pour trouver une femme capable de remonter le niveau. Il lui recommande Dominique Horry et lui écrit « C'est quelqu'un de courageux, c'est aussi quelqu'un de rare. On ne saurait pourtant imaginer deux personnes plus éloignées sur l'échiquier politique. Anne Desclos, dit Dominique Horry, alias Pauline Réage, née en 1907, proche des milieux de droite, voire d'extrême droite avant la Seconde Guerre, s'engage dans la résistance littéraire par patriotisme. La patrie, le pays qu'on aime, ça n'est pas une idée abstraite, c'est concret. Horry, pendant la guerre, se rendait toutes les semaines à Paris pour mettre des tracts des lettres françaises dans des enveloppes avec des adresses déjà écrites, puis les poster en allant dans plusieurs quartiers. Il semble qu'à l'époque, elle n'ait pas su que Paulhan était l'un des fondateurs des lettres françaises et proche du groupe du Musée de l'Homme, pas plus que Paulhan ne savait qu'elle était impliquée, jusqu'au jour où elle lui remet, avec beaucoup de discrétion, un numéro de la revue, ce qui l'a amusé. Alors j'ai ajouté une citation de la correspondance de Paulhan que j'ai lue aussi, qui écrit à Edith Thomas « Votre style sera banal », donc en 1943, « Votre style sera banal tant que vous le croirez extraordinaire. Pour devenir un grand écrivain, vous n'avez qu'à vous débarrasser d'une illusion dont vous avez très bien su en d'autres domaines vous défaire. » Ils ont eu des relations un peu compliquées, Paulhan et Thomas, notamment en raison de Dominique Horry, et puis on verra un petit peu plus tard ce qui s'est passé après, en 1952. Edith Thomas raconte avoir lu des pages de son livre sur la libération de Paris à Dominique Horry. Ce serait à cette occasion que celle-ci lui dit « Moi aussi, j'étais dans la résistance ». Mais pour autant, elle ne partageait pas le même point de vue. Pour Edith Thomas, c'était surtout la haine du nazisme, et pour Horry, la haine des Allemands, le patriotisme. Dominique Horry affecte souvent une certaine désinvolture, y compris quand elle parle de la résistance et du romantisme des sociétés secrètes. J'ai toujours beaucoup rêvé de sociétés secrètes. Alors pendant la guerre, les réseaux de résistance, c'était parfait. Et elle a ajouté que c'était pour que ces gens-là, comprendre les Allemands, s'en aillent. Edith Thomas fait également appel à Clara Malraux pour remonter le niveau. Mais elle constate qu'elle se trouve réduite au rôle d'institutrice chargée de corriger les fautes d'orthographe et de syntaxe, et elle est flanquée d'une moucharde. Jamais je n'avais travaillé dans une telle atmosphère de médiocrité, de suspicion et de mensonge. Ça fait partie de ces déceptions successives. Alors, entre 1944 et 1947, plusieurs chartistes vont publier des livres. En 1944, Régine Pernoud publie l'Unité française. C'est à la fois un récit à la fois chartiste et grand public, aucune note, 4 ouvrages seulement cités en bibliographie, caractérisé par une grande neutralité émotionnelle quant à la période la plus contemporaine, évoquée très brièvement dans le chapitre « Le règlement des frontières ». Pernoud écrit « Les opérations commencées par le double débarquement des 6 juin et 13 août 1944 et terminées par l'armistice du 8 mai 1945 mirent fin à cette situation qui n'avait pas eu de précédent dans l'histoire. » Elle parle de la ligne de démarcation instaurée en 1940 et qui coupe la France en deux. Et c'est tout ce qu'elle dit. En 1945, Brébant publie La guerre à Paris aux éditions Coréa, et donc Martin Chauffier publie en 1947 le récit de ses années d'emprisonnement et de déportation dans le sobre et terrifiant L'homme et la bête, qui est très intéressant. Mais il ne parle pas du tout de sa qualité de chartiste. Donc, Edith Thomas recommence donc à écrire et à publier en 1945, et elle publie 2 romans. Études de femmes, le titre du premier est emprunté à Balzac, bien sûr, et Chants libres. Et en 1945, l'aventure des éditions de Minuit fait place au conflit et aux rancœurs. Pierre de Lescure, fondateur, reçoit à Genève le 30 mai 1945 des journalistes français, dont Edith Thomas, Claude Morgan, de Buy-Bridel. Il relève qu'Edith Thomas donne un roman aux éditions Colbert, qui comptait parmi les plus collaborationnistes, et un autre à Gallimard, qui a livré la revue NRF à l'ambassadeur allemand Abetz. Elle lui répond qu'elle ne peut plus se condamner au suicide en ne publiant plus, et ajoute « La justice de mon pays n'a pas condamné Gallimard, je ne le condamne donc plus ».
Et Edith Thomas lui a dit aussi très simplement, donc je cite Lescure, très simplement et en paraissant trouver la chose toute naturelle, que chaque auteur des éditions de Minuit touchait par la réimpression du texte donné pendant l'occupation 50 000 francs. De fait, les éditions de Minuit créent une collection sous l'oppression qui reproduit les 20 livres publiés clandestinement pendant la guerre. Et le commentaire d'Edith Thomas a été que Lescure ressemble à un Rousseau à la fin de sa vie, aigri. Si le livre de Pernoud, L'Union française, en 1944, ne fait aucune allusion à sa qualité de chartiste, ni sous son nom ni ailleurs, dès les premières lignes de La Libération de Paris, Edith Thomas y fait référence. L'école s'invite dès la première page de La Libération de Paris, publiée aux éditions Méloté en 1945. 3 années d'école des chartes m'ont appris que l'histoire dite objective était une illusion. Lorsqu'on sort du fait lui-même, telle abbaye fut fondée en 1253, tel traité signé en 1648, on tombe tout de suite dans l'interprétation. Elle ajoute « Le hasard garde certains documents au détriment des autres et le choix toujours nécessaire contribue à doter chaque récit d'un visage singulier où le subjectif retrouve ses droits. Le récit d'une douairière, calfeutrée dans son appartement d'Auteuil, ne sera pas celui d'un FFI de la rue Mouffetard et l'historien devra choisir entre ses témoignages même s'il croit de bonne foi ne pas l'avoir fait. Or, je ne prétends pas faire œuvre d'historien. Je n'étais pas dans ma maison, tout volet fermé, mais dans la rue. » Elle l'adresse au directeur des Archives de France. On trouve dans son dossier de carrière un brouillon de lettres de remerciement. Et en 1947, elle publie un Jeanne d'Arc, comme Pernoud va le faire aussi. Jeanne d'Arc est une héroïne de l'histoire française et un personnage historique fort bien documenté. De son vivant même, Jeanne d'Arc est un personnage controversé, discuté, connu en France comme à l'étranger. Elle devient dès le 19e le symbole de la résistance à l'invasion étrangère revendiquée par différents partis. Le livre est écrit sous une forme romancée, aucun appel de notes, aucune liste de sources, aucune bibliographie, très peu. Dans l'introduction pointe néanmoins la rigueur chartiste, doublée d'une ironie assez chartiste au fond, elle aussi. Elle va se donner le but de rester sinon objective, du moins proche du réel. Edith Thomas écrit « Nous ne lui prêterons ni nos problèmes, ni nos partis ». Et elle ajoute « Ce qui nous importe, c'est sa personne, son courage beaucoup plus que les conséquences historiques de son courage. Son intelligence qui est beaucoup plus que du bon sens, sa franchise, bref, son style. » Thomas se moque de ce bas latin du Moyen-Âge qui noie tout dans un ennui inexorable et découvre des répliques d'une grandeur, d'une loyauté, d'une hardiesse non pareille et qui, dans toute l'histoire, n'appartiennent qu'à elle seule. Le texte commence ainsi. Le pays souffrait. Comment ne pas penser à ce qu'elle venait de vivre, cette souffrance dont elle a parlé, qu'elle a ressentie? Et les dernières pages le confirment en effet, puisque pendant les années d'occupation, Jeanne devint pour beaucoup le symbole de la résistance. Et en conclusion, Edith Thomas nous assène « Nul n'échappe à ses propres contingences, pas même moi, amis lecteurs, pas même vous. » Ces éditions liées au Parti communiste ont immédiatement sorti ce livre de leur catalogue quand elle a quitté le Parti communiste. Ils ont arrêté de le vendre. Et ils l'ont sorti du catalogue, il était introuvable, ils lui ont proposé, ils lui ont dit « On vous renvoie vos exemplaires si vous voulez ». De septembre 1947 à avril 1948, elle est à la Bibliothèque nationale, chargée de mission pour la commémoration du centenaire de la Révolution de 1948. Elle publie un livre sur les femmes de 1848 dans la collection du centenaire, et elle fait œuvre d'originalité dans le choix de son sujet, car sur les 19 ouvrages parus au PUF et mentionnés en 4e de couverture, seul le sien parle des femmes. Elle s'insurge contre le fait que la cause des femmes en 1848 était tenue pour suspecte et dangereuse et donc tournée au ridicule. Après la guerre, 15 chartistes reçoivent la médaille de la Résistance, dont 4 femmes. Elle retrouvera 8 d'entre eux aux Archives nationales ou dans le réseau des archives françaises. L'arrivée de Chanson à la direction en 1949, et qu'elle connaissait donc depuis 1935, a été probablement un grand soulagement, et tout le monde a pu constater qu'il la protégeait énormément. On peut citer dans les chartistes résistants Jacqueline Chaumier, qui avait rejoint le mouvement de résistance créé par le révérend Père Riquet, donc c'est une autre filière, c'est une filière catholique, et qui a participé à un mouvement de résistance administratif, le NAP. Le 15... Alors voilà, sa carte de résistant et sa carte d'ancien combattant. Et l'attestation de Jean Brulaire alias Vercors, donc en 1950, il y a aussi une attestation de Bupridel. L'attestation de Vercors est dans son dossier. Le 15 juillet 1948, Edith Thomas postule aux Archives nationales suite à une conversation avec Brébant. Le 20 juillet, Bourgin, qui avait fait l'intérim comme directeur, écrit une carte postale à Brébant recommandant de recruter Edith Thomas.
Il rappelle qu'elle a travaillé sur la série Double T, qu'elle est sérieuse et intelligente, qu'elle a assez d'être à la merci des politiciens et journalistes. Il la recommande de tout son cœur et ajoute « c'est une chic fille ». Le 29 octobre 1948, elle écrit une lettre de 3 pages en 4 points au nouveau directeur Brébant et lui adresse son livre sur les femmes en 1948. Il était apparemment question de la nommer à Versailles et elle dit qu'on lui conseille de se ménager et que faire le trajet tous les jours entre Paris et Versailles ne serait pas bon pour sa santé. Elle revient sur son histoire de pneumothorax qui l'a empêchée d'être recrutée comme titulaire et demande de réparer une injustice du destin à son égard. Brébant lui aurait dit réserver les postes aux AN, aux chartistes susceptibles de faire des travaux historiques. Certes, on pourrait objecter à Edith Thomas que depuis sa sortie de l'école, elle a montré, je cite, un intérêt évident pour des ouvrages de caractère beaucoup plus profane, mais elle lui fait remarquer malicieusement que lui-même donne la preuve que tout ça, le travail historique et le travail profane, ne s'excluent pas nécessairement. On a effectivement beaucoup reproché à Brébant d'être plutôt un romancier qu'un archiviste. De son côté, Brébant raconte assez drôlement ce recrutement. Il venait d'arriver aux archives, donc en juin 1948, et 3 garçons remarquables, frais et moulus de l'école des Chartes, posèrent leur candidature. Je comptais proposer leur nom au ministre lorsque je reçus 3 candidatures féminines. Chose curieuse, la dame et les 2 demoiselles qui désiraient venir dans l'illustre maison allaient avoir 39 ans. Or, on ne pouvait pas faire de nomination pour les personnes qui avaient dépassé cet âge. Si j'écartais leur candidature, elles ne pourraient donc jamais entrer dans l'administration. Or, c'était 3 personnes de mérite. 2 d'entre elles étaient en même temps que des archivistes qualifiés, des écrivains de talent. Edith Thomas, auteur notamment de 2 bons livres sur Flora Tristan et Louis Rossel, et Régine Pernoud. Il faut dire que depuis la guerre de 14, les filles sortaient de l'école en aussi grand nombre que les garçons. Dans ces conditions, je pensais que dans l'intérêt du recrutement des archives, je ne devais pas me faire la réputation d'un misogyne. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que dans la promotion de chansons en 24, il n'y a qu'une seule femme, Jeanne Vieillard, et dans celle de Martin Chauffier en 21, il n'y en a que 3. Donc, quand elle entre de nouveau aux archives nationales en 1948, elle écrit dans son journal « Nomination aux AN, je deviens fonctionnaire, plus qu'à attendre la retraite et le tombeau de famille, fin de mes relations sentimentales avec D, liquidation de 4 années dites de libération ». Le 15 novembre 1948, Edith Thomas a des certificats médicaux qui la certifient définitivement guérie d'une ancienne tuberculose pulmonaire et qu'elle est apte à un poste de fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale. Elle est donc finalement nommée aux archives par arrêté du 29 décembre 1948. Et en 1954, ses services accomplis dans la résistance sont retenus pour sa majoration de carrière pour la période du 1er janvier 1942 au 25 août 1944. Ça n'allait pas de soi, il fallait faire des démarches assez compliquées et effectivement, ça permettait de considérer que c'était comme s'ils avaient travaillé. Et c'était important pour les carrières et les retraites notamment, elle va en reparler après. En décembre 1949, Edith Thomas démissionne publiquement du PCF en publiant une lettre de 2 pages dans le journal Combat. Sa cellule, fort logiquement, l'exclut le lendemain. Comme le rapporte Le Monde du 17 janvier 1950, Torres commente ainsi les nombreuses démissions. Si des petits bourgeois veulent la liberté d'aller patauger dans le marais, comme a dit Lénine, très bien qu'ils y aillent. Dans son livre « Le passé d'une illusion, essai sur l'idée communiste au XXe », François Furet prête à cette séduction idéologique du communisme comme du fascisme un point de départ, la haine de la bourgeoisie et la haine du bourgeois pour lui-même. Furet dit cruellement de ses compagnons de route, quand il n'est pas un militant caché, un sous-marin, le vrai compagnon de route est souvent séparé de ce qu'il croit servir par un malentendu radical. C'est pourquoi l'association est si instable. Les hommes du Comintern ne s'y trompent pas, qui en ont une conception strictement instrumentale. Donc elle a dit en 1952, cette adhésion au PCF, donc en 1942, fut la plus grande erreur de ma vie. Dans Le jeu d'échecs, son dernier roman, elle évoque également son retour aux archives, en remplaçant le mot archive par archéologie. Lorsque j'ai quitté le Parti communiste, j'ai abandonné en même temps le journalisme. Il ne m'était pas possible de gagner ma vie en participant à leur propagande. Je me remis donc à l'archéologie et retrouvai une petite place d'assistante dans un musée. C'était une petite situation sans importance, mais qui ne me prenait que ce qui a le moins de prix, le temps. Elle me laissait ma liberté, qui est de penser ce que je veux et d'agir selon ce que je pense qu'en besoin est. Dans tous les domaines, je n'avais rencontré que des échecs, car je ne comptais pour rien cette petite science d'archéologue qui aurait satisfait peut-être une vanité que je n'éprouvais pas. Avec Edith Thomas, qui donc devient la directrice de la Bibliothèque des Archives nationales, vous voyez des photos de la bibliothèque telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle l'a connue à l'époque, parce que ça n'a pas trop changé. La bibliothèque s'enrichit d'ouvrages d'histoire économique et sociale.
Elle fait entrer aux archives nationales des archives sociétaires, comprenant les manuscrits de Fourier, puis des archives privées connaissant Rossel, sujet d'une biographie. Dans le manuel d'archivistique paru en 1970, Édith Thomas dit de nouveau, comme elle l'avait déjà dit avant la guerre, « L'archiviste ne doit pas se contenter d'être à manœuvre de l'histoire. Sa fonction, pour avoir une signification véritable, doit déboucher sur l'histoire elle-même. Il aura à se tenir au courant de la recherche historique sur des sujets qui débordent son domaine, bref, à ne pas se contenter une fois pour toutes des connaissances acquises à l'école des Chartes. Il ne faut pas négliger les témoignages contemporains. On s'efforce donc de tenir à jour la bibliothèque des archives pour qu'elle puisse répondre aux questions posées aujourd'hui en France par la recherche historique. » Après les années 60, et qu'en chanson qu'elle connaît bien, donc est directeur des Archives de France, elle écrit plusieurs courriers pour obtenir une réévaluation de son déroulement de carrière et devenir conservateur en chef. Elle rappelle qu'elle est entrée aux archives en 1941, mais qu'elle n'avait pas été titularisée sous le prétexte de son pneumothorax, mais dit-elle en réalité pour des raisons assez honorables sur lesquelles il ne me paraît pas nécessaire d'insister. Et elle fait le calcul qu'à 65 ans, elle n'aurait droit qu'à 60% de son salaire une fois à la retraite et que ce ne serait pas suffisant. Après sa démission, Édith Thomas ne ralentit pas pour autant le rythme de ses engagements politiques tout en continuant à publier des livres. Donc il y a des conflits autour de la période d'occupation. Le 10 janvier 1952, Paulhan publie aux éditions de Minuit un livre qui a pour titre « Lettre au directeur de la Résistance », où il dit qu'il ne tire plus aucune fierté d'avoir été résistant, mais de la honte. Paulhan accuse les communistes d'être devenus des directeurs de l'épuration. Et avant de publier ce texte, Paulhan avait réuni chez Édith Thomas un jury d'honneur composé de résistants pour avoir leur aval. Martin Chauffier lui répond par une lettre ouverte dans le Figaro littéraire, lettre à un transfuge de la Résistance, et l'accuse en substance de vouloir se réconcilier avec ses amis de l'autre rive. Paulhan, en effet, avait toujours gardé pas mal de contacts avec des écrivains de droite et a longtemps correspondu, notamment Jouandeau. Et donc, c'est vrai que Paulhan, qui est un incontestable résistant, cette lettre a vraiment fait un scandale. En novembre 1956, Louis-Martin Chauffier crée l'Union des écrivains pour la vérité et Édith Thomas le rejoint comme vice-présidente. L'Union publie régulièrement des manifestes dans la presse, donc contre l'URSS, en faveur de la Yougoslavie, etc., etc. Et en mars 1960, Édith Thomas est à l'origine de la création d'un centre d'information sur la guerre d'Algérie, Vérité et Liberté, qui publie un périodique sous le même nom, qui dure 2 ans jusqu'en septembre 1962. On y retrouve Vercors, Pierre Vidal-Naquet, Sartre, Claude Roy et Ricoeur, entre autres. Elle va signer un appel à la constitution des comités de soutien au peuple vietnamien en mai 1966, contre les comités d'action civique en juin 1968, un message de sympathie au peuple tchécoslovaque en octobre 1968, tout ça relayé dans la presse, et elle écrit même au Monde en juillet 1959 une lettre pour la défense des espaces verts. Il est absurde et scandaleux que l'on continue à priver Paris de ses arbres et de quelques espaces verts qui ne peuvent encore subsister ici ou là. Comment créer un paysage industriel qui ne soit ni hideux ni inhumain? Et elle propose de créer une association d'urbanistes, d'architectes, de médecins, d'écrivains, d'artistes qui agirait auprès des pouvoirs publics contre le bruit pour la création de parcs naturels, de havres de paix. C'est assez précurseur en fait. Alors Dominique Horry, on peut considérer que c'est la vie privée mise en récit dans la fiction. Donc elles se sont rencontrées, comme on l'a vu, fin 1944, mais leur liaison commence en 1946. Le jeu d'échecs, paru en 1970 chez Grasset, fait le récit sans doute très proche de la réalité de cette rencontre. Écrit à la première personne, il parle de la quête incessante de l'amour que poursuit le personnage féminin prénommé Aude, qui cherche un homme qui aurait un idéal élevé. Et en fait, ce personnage va connaître le grand amour avec une femme. Et donc, je l'ai dit, on ne saurait imaginer 2 personnes aussi différentes et pourtant avec des points communs. Une grande indépendance, une distance, un refus d'avoir, comme le dit Horry, une vie comme tout le monde, avec un mari et des enfants. Dominique Horry a été mariée et a eu un fils, mais elle est restée mariée, elle a divorcé assez rapidement. Aude, double d'Édith, se décrit comme une femme qui ne sait pas jouer le rôle qu'on attend d'une femme. L'éternel féminin lui semble ridicule. Alors que la réserve apparente de Dominique Horry cache un tempérament aventureux, une personnalité très soucieuse de son indépendance et très soucieuse d'afficher à tout moment une certaine distance, une légèreté, voire une désinvolture dans la vie, Édith est toujours en quête d'absolu, elle ne sait pas vivre l'instant présent. Alors Aude donne une description de Claude dans le jeu d'échecs. Alors Claude, un prénom mixte comme celui qu'Anne Desclous a choisi pour elle-même en prenant Dominique Horry, frappe par la ressemblance avec des portraits de Dominique Horry à la même époque.
La hauteur insolite du front, des yeux qui semblaient retenir la lumière, discrète, effacée, plutôt comme dans certains dessins de Clouet. Et de fait, j'ai retrouvé ce portrait fait en 1943. Étrange et dépaysé dans ce siècle, comme le serait un visage de la Renaissance rencontré dans le métro, un visage abstrait, plutôt spirituel et d'une ambiguïté qui m'attirait. Une voix très basse, presque sans timbre, glacée comme l'air de la montagne. Il est très clair que c'est Horry qui a pris l'initiative d'une relation amoureuse en 1946. La déclaration que fait Claude à Aude semble être une transcription fidèle de la réalité. Aude ressent ce qu'Édith Thomas a dû elle-même ressentir. On vit parfois un moment si important, si définitif, qu'on a l'impression que le temps rejoint l'éternité. Surprise, voire tétanisée au début par cette proposition, Édith Thomas recourt à la réserve qu'elle met dans tous ses engagements. Je voulais réserver ma décision, ne pas céder à l'instant. Avant de s'engager, il lui fallait être pleinement lucide et avoir en somme pesé le pour et le contre. Elle écrit ensuite quelques lignes sur les rapports physiques. L'amour et l'acte de l'amour avaient toujours été pour moi parfaitement distincts. L'acte physique de l'amour était dénué de toute importance. Donc pourquoi pas avec une femme. Édith, dont la vie sentimentale n'était pas très réussie, et c'est un euphémisme, hésite assez longtemps, puis accepte et tombe amoureuse, faisant preuve à son habitude de possessivité et de jalousie, adressant des lettres passionnées à Dominique Horry. L'amour que j'avais pour Claude, on peut remplacer le prénom par Dominique, était total, exclusif. Et Claude lui répond « Ne me regarde pas de ton air de juge d'instruction, de juge qui vous condamne avant d'avoir tout entendu. » Cet amour qui débute reste secret, de peur du mépris ou de la raillerie. Édith n'en a même pas parlé à son frère, dont elle n'est plus très proche depuis son départ du Parti communiste. Oui, je n'ai pas dit que son frère Gérard avait été adhérent du Parti communiste, et ayant refusé de dénoncer sa sœur, il est obligé de faire une autocritique. Ce dont Édith lui a toujours été très reconnaissante, donc son frère et sa belle-sœur sont restés communistes jusqu'au bout. Puis Horry débute en 1947 une liaison avec Jean Paulhan et change d'allure. Elle porte à présent des souliers à talons hauts et des bas fins sous l'influence de son amant qui n'aime pas les femmes en pantalon. Comme à son habitude, Édith Thomas se réfugie dans le travail. Le travail est encore ce qui me sauve le mieux de moi-même et de tout, et ne montre rien. Pour mes amis, je restais toujours celle que j'étais toujours en apparence, un peu indifférente et détachée, un air de grand seigneur en exil, comme disait Claude autrefois. Alors je trouve que cette photo, qui est sur la fiche récapitulative de sa carrière, représente tout à fait cet air de détaché de grand seigneur en exil. Pour autant, elles resteront en relation quasi quotidienne, notamment épistolaire. Dominique Horry lui écrivant même le 8 septembre 1970 « Lorsque nous serons très très vieilles, nous pourrons peut-être regarder la mer ensemble ». Elles travaillent toutes les deux sur un projet d'encyclopédie pour les éditions Masno sur les femmes célèbres, 2 tomes de 500 pages chacun qui sortent en 1960. Horry conseille Thomas pour ses livres et l'aide à se faire éditer de nouveau chez Gallimard pour ses derniers textes historiques. C'est encore Dominique Horry, membre du prix Femina depuis 1963, qui fait entrer Édith au jury en 1968. Puis Dominique Horry écrit Histoire d'eau, enfin puis avant d'ailleurs, publié à 600 exemplaires en 1954. Le livre reçoit en 1955 le prix des Deux Magots. Plusieurs choses relient Horry et Thomas dans cet ouvrage. Le prénom du pseudonyme de l'auteur, Pauline, aurait été emprunté aux travaux d'Édith Thomas sur Pauline Roland. Le personnage d'Anne-Marie, toujours assise comme Édith Thomas sur une chaise longue pour poser sa jambe douloureuse et à l'air de grand seigneur exilé, est clairement inspiré d'Édith Thomas. Dans les entretiens menés en 1975 avec Régine Desforges, Horry dit que ce qui l'attire chez une femme, c'est son courage et sa beauté, ajoutant « Je trouve si facilement de la beauté chez une femme ». Le jeu d'échecs, donc paru en février 1970, est très bien accueilli par la presse. En avril, il est numéro 2 du Grand Prix des lectrices de Elle. Femme d'aujourd'hui en fait une critique élogieuse. Les nouvelles littéraires, le magazine littéraire, Le Monde, Le Figaro écrivent des articles élogieux et même les lettres françaises, toujours proches du PCF, écrivent un article. Entre 1952 et 1970, Édith Thomas va écrire 2 textes littéraires et 6 textes historiques. C'est une production considérable. Ève et les autres, paru en 1952, ce sont des petits récits qui revisitent avec humour et féminisme les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament à travers des femmes. Et pour avoir lu pratiquement tous ces romans, je pense que c'est peut-être un des plus légers à lire et un des plus drôles. Pauline Roland en 1956, sous-titré Socialisme et féminisme au 19e, publié donc en 1956. En introduction, Édith Thomas justifie le choix du sujet de cette biographie et revendique une position d'historienne engagée. L'historien est un homme ou une femme comme les autres, avec ses préférences et ses passions, un être de chair, de sang, de nerfs et d'os, engagé dans la vie de son temps et déterminé par elle. L'histoire résulte du rapport entre cet être singulier
et les documents qu'il veut utiliser. Elle rappelle qu'on ne dispose jamais que d'une partie des documents et que certains faits n'ont jamais fait l'objet d'écrits, que tout prête à la subjectivité, le choix du sujet, des documents, de la critique et la présentation qu'on en fait. En somme, malgré l'effort sincère des historiens contemporains pour faire de la science, l'histoire reste toute proche de l'art. Pourtant, l'historien doit s'effacer devant les documents et on retrouve là l'enseignement de l'école des Chartes, ne pas inventer, tout justifier. Après un petit livre sur George Sand, elle publie 3 livres à partir des archives encore peu explorées de la commune, Les Pétroleuses en 63, Rossel en 67 et Louise Michel qui sera publié après sa mort en 71. Dans son ouvrage sur Louise Michel, elle dit encore « Je suis de ceux qui pensent qu'un historien doit être engagé, autrement il ne sera qu'un pauvre érudit incolore ou un professeur assommant qui met des fiches bout à bout et que personne ne lira jamais que leur père. » Ces livres sont bien accueillis par les milieux chartistes et font l'objet de recensions dans la Bec ou dans la Gazette des Archives. Duchin, comme Robert Marquand, relève sa sympathie pour la commune, qui n'empêche en rien, je cite Duchin, l'objectivité de l'historien, la sérénité de l'information, l'honnêteté dans la documentation. Son livre sur les pétroleuses est ainsi décrit par lui, livre passionnant, passionné aussi mais non passionnel, qu'on ne peut lire sans émotion, mais dont l'honnêteté est entière. Et Marquand relève que chartiste, Mademoiselle Thomas s'appuie sur des textes d'archives sûrs et contrôlés. Romancière, elle les fait revivre et les anime d'un style coloré et élégant. Il dit que pour Rossel, elle a réuni sa documentation avec une patience et une rigueur où la méthode chartiste s'est alliée à celle de l'enquête policière. Elle sait faire revivre ses personnages beaucoup plus qu'à chercher à expliquer le pourquoi de leur conduite. Et quand Jérôme Carcopino de l'Académie française écrit son rapport pour le prix Gobert qu'a obtenu la biographie de Rossel, il commence par ces mots « J'ai abordé le livre de Mademoiselle Thomas avec de sérieuses appréhensions. Mademoiselle Thomas n'a pas seulement rédigé un gros ouvrage que le critique jugera excellent, tant son information, bourrée d'inédits et étendue est sûre, tant sa méthode procède de la rigueur que préconise l'école des Chartes. En même temps, elle a écrit un beau livre qui se distingue par la vie ardente qu'elle communique à l'objectivité de son récit et par la probité d'un talent d'écrivain où vibre comme malgré elle la noblesse de son héros. » Alors les positions d'Édith Thomas sont clairement féministes. Comme historienne, elle est soucieuse de faire revivre des femmes oubliées, comme Pauline Renaud, les femmes de la Commune. Comme femme, elle n'a jamais voulu se plier aux conventions qu'aurait exigé d'elle un mariage classique. Elle l'écrit dès les années 30 dans son journal. Elle refuse, je cite, de faire d'elle-même l'objet le plus extérieurement stupide et vain. Des yeux brillants sur un cerveau creux, une bouche prête à sourire sur des pensées vides, mais qui leur donne à eux, donc les hommes, l'illusion d'être supérieurs. Pourtant, elle a souffert de ce conflit entre une singularité ascétique dont je crève et ma curiosité physique. Je ne veux avoir besoin de personne, et personne n'a autant besoin de tendresse et de caresses. Elle sera toujours tiraillée entre son cerveau d'homme, son corps de femme et son genou de vieillard. Elle écrit quelquefois dans la revue Ariane, les cahiers féminins, fondés en 1953 par Marguerite Grépon, qui écrit sur le féminisme depuis les années 30. Grépon pense que la production féminine n'est pas suffisamment aidée et craint un excès de littérature conventionnelle capable de fausser la nouvelle image de la femme. Programme qui ne peut que plaire à Edith Thomas, qui écrit en avril 1953 dans le numéro 4 un article en réponse à Louis Powell, qui se plaignait du couple moderne. L'homme en quête de la vraie femme et qui déplore sa disparition, et qu'est-ce que le vrai homme, fait songer au bourgeois qui gémit sur la montée du prolétariat, à l'homme blanc qui s'indigne de la révolte des hommes de couleur. Elle réclame un nouveau couple qui impliquerait beaucoup de loyauté réciproque, aussi bien chez l'homme que chez la femme, et la reconnaissance de la dignité de 2 êtres égaux et différents. On comprend que pour certains hommes qui n'avaient d'autre supériorité que leur sexe, ces constatations soient assez mélancoliques. Et le 14 septembre 1970, elle écrit à son neveu Daniel Thomas « Je suis féministe, même si c'est ridicule. Les problèmes qui concernent les femmes ne sont ni dépassés ni résolus. Tant mieux si je peux rappeler qu'ils existent, que l'humanisme féminin reste à inventer. » Le choix de travailler sur des femmes et sur des femmes méconnues est un écho au peu de place accordée aux femmes pendant la guerre et dans la presse, cantonnées qu'elles sont à des sujets familiaux. La sortie de la guerre et la résistance, la place des femmes dans la résistance a aussi fait l'objet d'un colloque en 1977 à la Sorbonne très intéressant. Où on voit bien que c'est difficile pour certaines de se faire reconnaître. Il y a d'ailleurs relativement peu de femmes décorées, peu de compagnons de la Libération. C'est un sujet qui n'est sorti que tardivement dans l'histoire. Elle fait œuvre d'historienne militante objective à la fois, réunissant ses convictions politiques ainsi qu'un féminisme convaincu.
car au fond de son cœur, elle reste toujours communiste, marxiste d'ailleurs, je devrais dire plutôt, et elle garde son esprit chartiste qui recherche des informations étayées et traque le mensonge. Donc j'ai mis quelques citations où elle dit « J'aurais dû comprendre que je ne pouvais m'agglutiner à rien, cela m'aurait évité des entrées et des sorties inutiles. À défaut de Dieu, j'avais cru à la transcendance de l'homme, j'avais incarné cette transcendance dans l'histoire et dans un parti qui m'en semblait l'instrument. J'avais échoué parce que je n'avais pu admettre l'impureté. » Edith Thomas meurt d'une hépatite foudroyante le 7 décembre 1970. Donc j'ai mis quelques citations de Edith Thomas vues par les chartistes. Donc j'ai déjà cité Duchamp et Marquand. Louis-Martin Chauffier a fait sa nécrologie dans la Bec et parle de sa rigueur et de son indépendance d'esprit. Il dit « Ces dons naturels d'écrivain s'alliaient harmonieusement aux exigences de la méthode chartiste. » Yvonne Lanner, qui était aux Archives nationales, dans un témoignage, un entretien à Dorothy Kaufmann, a dit « Edith Thomas pouvait être d'une ironie grinçante, beaucoup craignaient ses piques, mais c'était une amie formidable, d'une loyauté, d'un dévouement absolu. Être écrivain et bien écrire, c'est ce qui comptait pour elle le plus au monde. Paradoxalement, alors qu'elle était fondamentalement malheureuse et dépressive, elle pétait le feu. » Et puis Odile Krakowicz, que je remercie de m'avoir donné quelques informations et qu'il a bien connues. Bien sûr, elle avait des ennemis aux archives. Elle supportait mal les gens de droite, les misogynes, les femmes soumises. Elle aimait bien faire peur aux gens. Alors, Edith Thomas, physiquement, Odile Krakowicz m'a dit aussi, elle était toute petite et très laide, mais avec de très beaux yeux et un sourire un peu narquois. Et effectivement, Dorothy Kaufmann cite un ami du frère d'Edith, disant qu'elle n'a jamais voulu, en gros, faire la coquette et qu'elle essayait d'avoir un ascendant plutôt intellectuel. Et donc, Edith Thomas a dit « Qu'est-ce qu'elles ont à faire dans la vie, les filles comme moi? Elles ne sont pas jolies, elles boitent, alors elles se créent des refuges qui sont Dieu ou la Révolution. » Et puis donc, j'ai mis quelques citations de différents auteurs. Bon, Dominique Cory a dit qu'elle avait un mélange singulier de révolte, de stoïcisme et d'humour, qu'elle était courageuse, résolue, indomptable. Et Dominique de Santi, au temps du PCF, qu'il avait qualifié de chartiste rigoureuse au cœur ardent, a écrit quand même, a fait une critique des pétroleuses en disant qu'elle était impartiale et chaleureuse et a regretté après le départ d'Edith Thomas du PCF, a dit je n'avais plus le droit de lui parler, j'étais obligée de lui tourner le dos si je la croisais. Alors la postérité archivistique est intéressante. Donc après son décès, les papiers d'Edith Thomas ont été déposés aux Archives nationales en 71, premier versement, et pris en charge par la section des archives privées. En 71, le fonds ne renferme aucun document personnel. Il s'agit de documentation pour ses ouvrages, de textes, d'articles et de conférences et d'inédits. Un dépôt complémentaire a été fait en 2001 par un de ses neveux, Daniel Thomas, 8 cahiers de journaux intimes, des manuscrits de textes restés longtemps inédits et la correspondance échangée avec Dominique Cory et Jean Paulhan. Donc le fonds comprend 14 cartons. Et la découverte des documents gardés par Dominique Cory a créé une véritable surprise qui éclaire d'un autre jour certains des livres d'Edith Thomas. Il faut rendre hommage à Dorothy Kaufmann, universitaire américaine, qui a eu l'idée de commencer un travail sur Edith Thomas au début des années 90. Alors, en fait, selon Angie David, qui a fait une très grosse biographie de Dominique Cory, Cory, avec l'autorisation de la famille, en fait, est allée dans l'appartement d'Edith Thomas à sa mort pour trier la correspondance. Et elle a remis à la famille un certain nombre de choses, de lettres et de papiers, mais elle avait gardé donc des textes inédits, les journaux et de la correspondance. Donc il reste encore des correspondances remises à la famille. Souhaitons qu'elle rejoigne le fonds un jour. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, j'ai consulté le dossier de carrière. Vous voyez il y a pas mal de courriers d'Edith Thomas, et puis donc sa fiche récapitulative. Et il y a le dossier de scolarité à l'école des Chartes que je n'ai pas eu le temps de consulter. Sa postérité éditoriale est importante. Entre 1934 et 1970, donc Edith Thomas a publié 19 livres, 9 œuvres de fiction, romans ou nouvelles, 2 livres sur la fin de la guerre et la résistance, 8 livres historiques, mais Louise Michel est paru après sa mort, et Le Témoin compromis et les pages de journal sont aussi parus après sa mort. Ce sont des livres qui ont été faits à partir d'inédits, édités par Dorothy Kaufmann. Je vous ai mis la photo de la biographie. C'est une production considérable, mal connue et peu accessible aujourd'hui. La plupart de ces romans et essais biographiques n'ont pas été réédités, à l'exception des Pétroleuses. À l'époque de leur parution, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, ils ont connu un certain succès. Plusieurs prix ont récompensé ces livres. Donc le prix du premier roman, on l'a vu. Les Pétroleuses ont reçu en 1964 le prix Femina Varesco.
Et Russell a reçu le prix Gobert de l'Académie française en 68. Et probablement le jeu d'échecs aurait reçu un prix féminin à nouveau si elle n'avait pas déjà eu pour les pétroleuses. Il y a une postérité universitaire. C'est intéressant de voir ce que Geneviève Fraisse, dans son livre Féminisme et philosophie, dans le chapitre Lignée et abeilles, Geneviève Fraisse dit: c'est grâce à Edith Thomas que j'ai rencontré l'histoire et la pensée féministe. Il ne s'agit pas seulement de faire l'histoire des femmes, de la reconstituer, de la rendre visible, il s'agit de fabriquer du sens. Et puis, bien sûr, Edith Thomas apparaît dans les ouvrages sur la période de la Résistance, comme le livre d'Anne Simonin sur les éditions de Minuit. Mais elle a intéressé les historiens des femmes, comme Albisture et Armogat, l'histoire du féminisme français, paru en 78, essentiellement en note pour son livre sur la Commune. Charles Sauerwein la cite pour son livre sur Louise Michel et les pétroleuses. Sylvie Chaperon, dans les années Beauvoir, la cite à de nombreuses reprises et fait un parallèle que je n'ai pas pu faire là, c'était trop long, avec Beauvoir, qui a une position assez différente pendant la guerre. Et puis, donc, les travaux autour de Archives du genre, genre de l'archive, avec Denise Ogilvie, Isabelle Tournier et Judith Revel. Et il y a une postérité géographique. Alors, en 2012, la ville de Paris vote la pose d'une plaque au 15 rue Pierre-Nicole, dans le 5e, donc où Edith Thomas a habité depuis son retour à Paris. Rappelons que 12% à peine des rues à Paris portent des noms de femmes. Donc c'était quand même, il y a des rattrapages récents. Ce n'est peut-être pas un hasard qu'elle ait choisi d'habiter précisément cette rue, Pierre-Nicole étant un théologien janséniste de l'abbaye royale de Port-Royal des Champs, qui a enseigné sous le pseudonyme de Rosny et a dû quitter la France en 1679 pour vivre en exil plusieurs années. Et on trouve également dans cette même rue un temple protestant. Jean Guéhenno, qui a été membre fondateur du Comité national des écrivains des lettres françaises, fut son voisin, habitant au numéro 35. En 2019, la ville de Paris décide que la dénomination Place Edith Thomas sera attribuée à la petite voie publique d'intersection. Et puis, la bibliothèque des Archives nationales, qu'elle dirigea, a été nommée Bibliothèque Edith Thomas. Et j'avoue que ce n'est qu'après plusieurs passages dans cet endroit secret et peu fréquenté, puisque réservé au personnel des archives, que j'ai découvert la plaque en question, placée juste au-dessous du signal sortie de secours. Edith Thomas aurait sûrement apprécié l'ironie, elle qui a toujours cherché une sortie. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup Odile pour ton intervention. C'était vraiment passionnant et on a appris plein de choses. Tu as parlé des archives et tu as parlé d'inédit à la fin de ton intervention. Qu'est-ce que tu entends par inédit? Qu'est-ce qu'elle a laissé? Des choses qu'elle aurait pu publier, puisqu'elle est morte très brusquement, tu l'as dit? Oui, alors j'en parlais justement avec Odile Krakowicz. Et elle avait un projet d'écrire un ouvrage sur l'humanisme féminin qu'elle n'a pas écrit. Le manuscrit est toujours aux archives et n'a pas été finalement, contrairement à ce que je pensais, publié. J'avais confondu avec le livre sur les femmes célèbres des Masno. Il reste ça au moins, probablement. Et puis après, mais c'est un sujet compliqué, il y aurait peut-être à ressortir quelques-uns de ces articles dans la presse. C'est un peu la... Alors, cela dit, l'ensemble de ces poèmes a été réédité dans l'honneur des poètes que Pierre Ségars a fait en 70. Donc ça, on les trouve assez facilement. Et la réédition des articles, alors ça aussi, Bertrand Joly a écrit un article là-dessus disant que si ça a déjà été publié, ce n'est pas la peine de republier. Donc je suis partagée. Mais il reste probablement au moins cet inédit et puis des conférences, dont quelques textes aussi, dont un texte s'appelle Le vieil archiviste, des choses comme ça, voilà, qui mériteraient peut-être une sorte de complément. Et tu envisages quelque chose dans ce sens? Je ne sais pas. Oui, deux choses m'ont frappée dans ta conférence qui me plaît beaucoup. La première, c'est que
un moment, Edith Thomas dit il n'y a pas eu de traître dans notre mouvement. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ils étaient très proches du mouvement du musée de l'homme, qui tous ont disparu dès 1941 à cause d'une trahison. Et ça, je trouve que ça mériterait d'être souligné, cette espèce de solidarité qu'il y avait entre ce mouvement de résistance des hommes de lettres. Et puis, ce qui m'intéresserait beaucoup, peut-être, qu'on pourrait envisager, c'est la réédition de ces textes politiques. Toutes les associations que tu as énumérées, où elle militait, enfin, elle a eu toute sa vie un esprit de militante. Et je pense que là, il y aurait peut-être quelque chose à faire, de retrouver toutes ces interventions, ces écrits, ces tracts, ces articles. Sûrement, il y a pas mal de choses qui à l'époque, Le Monde s'est fait. J'ai exploré en fait donc pour faire cette conférence, j'ai lu évidemment la biographie de Dorothy Kaufmann et celle d'Angie David sur Dominique Horry, mais j'ai regardé l'ensemble, des archives du Monde qui relaient régulièrement les interventions et les prises de position d'Edith Thomas. Là, j'ai été obligée de raccourcir énormément. J'ai regardé une partie de Vendredi, de Regard. De femmes françaises et un peu les lettres françaises sur Gallica. Et de fait, oui, il y aurait des choses. Elle s'est toujours profondément considérée comme... elle est restée fidèle à ses engagements finalement de jeunesse dans l'espoir de quitter cette bourgeoisie intellectuelle. Mais ce qui lui a profondément déplu, c'est le mouvement communiste et les personnes, et les personnalités, en particulier Aragon, qu'elle a vraiment détesté, mais ça n'a pas été le seul. Et puis, elle a trouvé, au fond, que l'aventure de ce soir était une aventure journalistique trop proche de la presse capitaliste traditionnelle. Je cite à peu près ce qu'elle dit. Et ça l'a beaucoup surprise et découragée. En plus, il y avait assez peu de femmes. Elle était mal accueillie. À ce soir, elle n'était pas encore adhérente au PCF. Elle s'est trouvée dans un milieu très masculin, un peu ricanant, ce qu'elle a très très mal perçu. Au fond, ça a été le choc entre le réel des milieux éditoriaux et ce qu'elle en imaginait. Alors, on peut aussi penser que sa place de femme n'a pas été facile parce que Martin Chauffier, lui qui a finalement travaillé dans la presse toute sa vie, à Match, à lu, vu, etc. Enfin, il a vraiment une carrière complètement de journaliste et de directeur de journal, n'a jamais évoqué ce genre de problème. Donc je pense qu'il y a quand même chez elle, et ça elle l'a pas dit, mais c'est probable, une difficulté à être une femme dans une presse très militante quand on n'est pas militant soi-même, épouse de communiste, épouse de communiste, où là, elle a eu du mal à se faire une place. Et puis, il y a quand même le couple Aragon-Triolet qui prend un espace considérable. Ce que tout le monde a remarqué, mais bon, ils sont intouchables et ça obscurcit un peu l'univers pour tous les autres. Et quant aux relations avec Paulan, alors Paulan, dans sa correspondance, parle notamment de Brice Vildet, de l'arrestation de Brice Vildet, de l'exécution. C'est vrai que le Comité national des écrivains, c'est très masculin. Il y a quelques femmes, mais très peu. C'est très, très masculin. Là, je pense qu'elle s'est sentie plus à l'aise. Mais elle a dit aussi qu'elle intervenait très peu, elle était là surtout pour les accueillir et que parfois il y avait tellement de monde qu'elle restait en retrait sans rien dire. Donc elle a eu à la fois cette puissance intellectuelle et cette volonté de s'affirmer, mais qui s'est surtout, à mon avis, qui a surtout été marquée dans ses œuvres, notamment historiques, et dans la vie réelle, une difficulté à s'affirmer. Et je reconnais que ces livres historiques, ces biographies sont très bien écrits, avec une légèreté, une fluidité qu'on ne trouve pas dans ces romans dont j'ai lu pratiquement tout, qui sont plus lourds, plus laborieux, sans doute parce qu'elle veut parler de sa vie, mais elle veut se dissimuler en même temps, et donc c'est plus compliqué. Alors que dans ses livres historiques, elle assume tout à fait ses prises de position, comme le disent d'ailleurs les critiques, ses prises de position en faveur de la commune, par exemple, ou en faveur des féministes, mais tout en ayant donc cette rigueur chartiste qui consiste à coller aux faits et à la vérité historique. Et ça, c'est ce qui fait une personnalité très intéressante, je trouve. Il y a une autre ambiguïté qui est passionnante en dehors de... Effectivement, elle était la femme qui recevait dans son appartement et pourtant la seule femme résistante dans ce mouvement. Enfin, c'est incroyable. Et sa position aussi est très ambiguë, sa participation aux femmes françaises. Parce que les femmes françaises, c'était
mais je m'en souviens parce que ma mère en faisait partie, c'était les femmes des communistes. Et elles devaient se tenir à ce rôle de femme, d'épouse, et surtout ne pas se marquer d'un point de vue idéologie féministe. Or, on se demande un peu ce que Edith Thomas faisait dans ce journal des femmes françaises dont tu as photographié une page. Oui, et ben en fait, elle le dit, on lui demande d'être directrice de la publication et elle espère remonter le niveau en quelque sorte. Donc elle fait appel à Dominique Horry, à Clara Malraux pour essayer d'avoir des pages plus intelligentes sur des livres, sur des réflexions. Et puis elle se rend compte que non, on la ramène vraiment au prix des carottes, enfin, c'est ce qu'elle dit, et puis aux travaux de couture, etc. Et elle est excédée, enfin elle reste pas très longtemps, elle est extrêmement déçue. Elle pensait faire un journal qui formerait au fond les femmes, et c'est vrai ce que tu dis, c'était des femmes de communistes, puis on encourageait quand même plutôt à rester chez elles, à ne pas travailler, à élever leurs enfants, à faire de bons petits communistes et à bien faire la cuisine. C'est tout à fait vrai. J'ai regardé, et puis elle le dit très clairement, et j'ai regardé effectivement des numéros. Non, sa déception est immense. Sa déception est immense. La presse communiste l'a énormément déçue. Merci beaucoup, Odile. J'ai appris énormément de choses. Il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé, que tu pourrais peut-être préciser, quel était enfin, tu as évoqué son œuvre historique. On se demande, en t'écoutant à ces propos, quel pouvait être son regard sur le mouvement historiographique de son temps, parce que c'est là quand même d'une historiographie très, très traditionnelle, très, bon, certes, avec des positionnements politiques qui sont ceux que tu as dit, mais ça n'a pas l'air d'être, pour le coup, très révolutionnaire comme écriture de l'histoire, comme appréhension des sujets. Quel rapport elle voulait entretenir avec les gens des Annales, par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce propos? Alors, ça, elle ne s'est pas vraiment exprimée là-dessus. Ce qu'elle dit, d'abord, c'est qu'il faut être dans des sujets quand même d'intérêt contemporain. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, son intérêt pour l'histoire des femmes est quand même quelque chose d'assez atypique. C'est une des premières vraiment à s'intéresser à l'histoire des femmes, que ce soit celle de 1848, soit celle de la Commune, sous cet aspect-là. Donc on ne peut pas dire que ce soit classique. Ce qui est de classique, c'est qu'elle s'appuie sur les archives. Et des archives qui à l'époque étaient, je dirais, quand même en grande partie inédites, peu exploitées. La biographie de Rossel, donc, qui est son seul sujet masculin, entre guillemets, donc qui est un des acteurs de la Commune, un personnage un peu compliqué. Elle l'a vraiment sorti des limbes, si je puis dire, de toute pièce, un peu comme Pauline Roland d'ailleurs, et elle a réussi à obtenir que les papiers de famille soient versés aux Archives nationales après. Non, je ne suis pas d'accord avec ton analyse, je pense qu'au contraire... Ah oui, non, ta remarque, alors pardon. Je pense qu'au contraire, elle fait œuvre de pionnière en ayant... en faisant vraiment ce travail sur des personnalités ou des personnages de périodes historiques déjà quand même très à gauche. C'est vraiment une des premières. Elle est restée quand même dans finalement cette position post-communiste, de rester dans la lutte des classes opprimées, pour le dire très, très schématiquement et sommairement, et excusez-moi du raccourci, par rapport aux classes dominantes. Donc les choix de ces personnages, c'est quand même ça. Et donc c'est quand même relevé, c'est-à-dire qu'elle a quand même cette passion. Elle est quand même qualifiée de gauchiste dans la presse à l'époque. Elle est classée dans les personnalités d'extrême gauche, elle est qualifiée de gauchiste. Donc on ne peut pas dire que ce soit conventionnel. Je pense qu'au contraire, elle est vraiment en avance sur son époque d'une certaine manière. Je ne sais pas si je réponds à ta remarque. Pas tout à fait. C'était un peu un questionnement sur sa sociabilité intellectuelle, non pas du côté des gens de lettres, là j'ai bien compris, mais plutôt du côté de celles et ceux qui faisaient un peu tanguer une certaine routine historiographique à l'époque. Donc quels ont pu être ces rapports, pas forcément personnels, mais ces lectures. Est-ce qu'elle a lu Braudel? Est-ce qu'elle a lu Mandrou? Est-ce que dans les années 60, c'était quand même possible? Il avait déjà pas mal publié. Elle a eu du contact avec des gens comme Maurice Agulon, par exemple, tu vois. Donc est-ce que la révolution historiographique qui roule avec la 6e section, puis le HESS, enfin non, elle est morte avant, mais disons la 6e section, c'était quand même déjà une puissance
institutionnelle dans les années 50-60. Est-ce qu'elle l'a appréhendé? Est-ce qu'elle a eu des contacts? Est-ce qu'elle a eu des lectures? Est-ce qu'on sait un peu ce qu'elle en pensait? Est-ce qu'on sait un peu si ça lui donnait des idées pour modifier son propre rapport à l'écriture historique? Tu vois, c'est un peu ça. J'ai pas l'impression, enfin je peux me tromper, il faudrait que je revoie ça de plus près. J'ai pas l'impression, je pense que d'abord elle était très prise par ses activités militantes par ailleurs. Et comme tu sais, écrire des textes historiques à partir d'archives inédites demande aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. J'ai pas l'impression, elle est un peu cavalier seul, elle a toujours été un peu cavalier seul. Elle fréquentait assez peu les autres archivistes, enfin à part quelques amis qu'elle avait. Et j'ai pas l'impression qu'elle se soit insérée ou qu'elle l'ait souhaité même s'insérer dans le mouvement historique. Si elle n'avait pas quitté le PCF, elle serait sans doute restée proche de Soboul, qui avait publié, qui était donc pareil, elle était plutôt, alors, elle serait plutôt restée proche de cette filiation, mais étant aux Archives nationales et un peu enfermée dans son bureau à la bibliothèque pour pouvoir travailler, parce que c'est quand même, ces livres ont demandé beaucoup de recherche, donc c'est quand même un boulot considérable que d'avoir ces archives à une époque où on n'a pas l'ordinateur, on n'a pas, voilà, enfin c'est quand même une époque qui demande beaucoup de travail. Elle a quand même publié énormément. J'ai pas l'impression, en tout cas elle n'en parle pas du tout, alors peut-être dans des inédits, mais de ce que j'ai lu, moi je n'ai rien vu. Elle ne parle jamais des courants historiographiques, en tout cas jamais. Elle a beaucoup parlé de ses engagements politiques, elle a parlé de son féminisme, elle a parlé de sa vie privée, mais elle n'a jamais parlé de l'historiographie. Sinon, en gros, pour dire l'historiographie à la chartiste classique m'intéresse pas. Il faut rester dans son temps. C'est d'abord un écrivain. C'est d'abord un écrivain. Oui, c'est d'abord un écrivain. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, ce qui m'intrigue depuis un moment, c'est ces rapports avec... Alors, c'est une question un peu miroir, mais pas tellement par rapport aux annales, mais plutôt avec Jean Métron et toute l'histoire sociale. Et je voulais savoir si, par chance, vous aviez des éléments à ce sujet. Et une question que je me pose, par exemple, c'est est-ce que, après avoir longtemps pensé qu'elle avait peut-être été invisibilisée du fait de son objet, finalement, est-ce que, en inventant cet objet-là, l'histoire de femmes, l'histoire des femmes et un début d'histoire des féminismes, 10 ans avant, est-ce que finalement, c'est pas parce qu'elle avait cette position un peu périphérique dans son champ, ou en tout cas une position de chartiste, puisqu'on est ici à l'école des Chartes, qu'elle a pu le faire alors que dans le courant historiographique d'histoire sociale, ça aurait été impossible? Je sais pas, j'aurais voulu vous entendre là-dessus. Bien, moi, j'ai quand même le sentiment, comme je le disais, par exemple, pour son livre sur les femmes de 1848, sur 19 ouvrages publiés dans cette collection pour le centenaire de la Révolution, elle est la seule à parler de l'histoire des femmes. Donc c'est quand même, moi je pense qu'effectivement, alors peut-être sa position périphérique, Les Pétroleuses, je crois que c'est sorti quand même en 63, c'est un livre qui a un peu surpris à l'époque par son sujet, par le sujet de ne pas faire œuvre de grands personnages connus, mais de prendre des personnes plus anonyme et donc ce qui est relevé quand même à plusieurs reprises, et c'est son talent d'écrivain mais aussi son choix personnel de les présenter de manière vivante et animée, non pas passer son temps à justifier les positions de manière dogmatique et politique. Je pense qu'elle a peut-être été tellement écœurée de tout le forcing dogmatique qu'elle a subi quand elle était au PCF, qu'elle a prévoulu ne pas, tout en montrant son engagement, ne pas vouloir asséner des leçons en permanence. Mais je ne sais pas. Alors oui, effectivement, elle a une très bonne fiche dans le Métron. Elle figure aussi sur un site qui s'appelle Les Ex du PCF. Oui. Oui, tout à fait. Mais Les Pétroleuses a de très bonnes recensions un peu partout. Enfin, je ne vais pas tout citer, mais c'est vrai que dans l'ensemble, et contrairement à l'idée qu'elle pouvait en avoir elle-même, ses livres ont été reconnus, appréciés, reconnus, lus dans la et ont fait l'objet d'articles dans toute la presse de l'époque, vraiment, quelles que soient les tendances politiques. Ces remarques, et j'avais en fait une petite remarque un peu connexe, pas une question. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, là, les deux dernières interventions, moi, ça m'évoque quand même beaucoup, en parallèle, l'itinéraire et la carrière d'historienne de Régine Pernoud, et la façon dont Régine Pernoud se positionne aussi vis-à-vis de tout un milieu universitaire, historiographique. Oui.
je dirais qu'on est à l'époque quand même où l'école des chartes se suffit presque à elle-même. C'est-à-dire qu'on a une écriture de l'histoire qui n'a pas besoin forcément de la caution universitaire pour s'établir, pour produire, pour avoir de l'audience, pour avoir un public. Voilà, quand on regarde aussi, dans un autre genre évidemment totalement, hein, la production de Régine Pernoud en matière d'histoire des femmes, c'est aussi parmi les médiévistes une pionnière, hein, il faut quand même, on l'oublie un peu facilement. Et effectivement, il n'y a pas vraiment d'atome crochu avec les collègues historiens, avec les annales, voilà. Donc ça, et ça n'empêche pas Régine Pernoud d'écrire, d'exposer, d'avoir du succès, davantage même que beaucoup de ses homologues universitaires. Donc voilà. Et on a chez Edith Thomas, il me semble aussi, chez Régine Pernoud aussi, un vrai goût en fait pour l'écriture. Oui. Elles sont, je dirais, autant écrivaines qu'historiennes, finalement, elles ont ces ça en femmes. commun, clairement. Voilà. Oui. Avec tout ça appuyé sur une solide méthode, effectivement, de preuves archivistiques, ça se suffit à soi-même, si je puis dire. Donc voilà. Il y a quand même si on a affaire à deux femmes très différentes, et à deux parcours et à deux méthodes d'écriture différentes, je trouve des parallèles de ce point de vue-là. Et des liens. Voilà. Et moi, ce qui me frappe, c'est ça. C'est finalement, on est quand même à une époque où l'école des chartes, c'est un établissement scientifique, effectivement établi, reconnu, mais qui se vit, pas forcément en lien avec l'université et avec les carrières attenantes. Hein. Je crois que ça, voilà, c'est une autre façon d'écrire et de chercher, et c'est pas forcément ressenti comme un manque. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'analyse. Et d'ailleurs, avec parfois une grande lucidité vis-à-vis du milieu universitaire. Ce que dit Régine Pernoud, bon voilà, elle a été très maltraitée. D'ailleurs, c'est encore aujourd'hui l'image qu'on a d'elle, qu'on en fait. Et je pense qu'il faudrait y revenir. Mais voilà, disons qu'elle leur a bien rendu la façon dont on a aussi relayé ses travaux, dont on a pu dire qu'ils étaient, alors parce que sans notes, impressionniste. Alors quand on connaît la méthode, justement, sur la même méthode, d'appui sur les sources, mais ça ne veut pas dire, effectivement, pour ces deux femmes, je pense, le fait d'écrire de façon ennuyeuse, au contraire. Enfin, on peut écrire de manière agréable tout en étayant son propos historique. On ne le traduit pas forcément d'une manière très universitaire, forcément très, très scientifique. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux. Oui, c'est très juste. Voilà, parce que ça m'évoque. Hein. Donc, ce sont des remarques plus qu'une question. En tout cas, j'étais aussi tout à fait passionnée par ton propos. C'est un peu au pas de charge, quand même. Parce que... Et par voilà. Alors, je pense que moi, il me semble qu'il y a peut-être de quoi faire au-delà de cette conférence qui sera, j'espère, relayée, enfin, qui va être relayée sur la chaîne YouTube de l'école. Un article, un ouvrage, c'est tout ce que je te souhaite et je nous souhaite pouvoir te lire aussi sur ce thème par la suite. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. Déjà, voilà. Ah, voilà. Clémentine, je vous laisse. Merci pour cette conférence. Et j'avais éventuellement une question sur un détail dont j'ignore s'il est anodin ou non. Lorsque vous décriviez le retour d'Edith Thomas aux archives nationales, vous mentionniez notamment qu'elle employait le mot archéologie plutôt que archive. Oui, je l'ai dit parce que en fait, c'est tiré du roman Le jeu d'échecs, qui est son dernier roman paru en 70, et donc en fait, c'est son roman le plus autobiographique, où elle parle notamment de sa relation avec Dominique Horry, mais elle transforme le mot archive en archéologie pour ne pas, je pense, enfin pour garder un petit peu de distance par rapport au métier. Donc elle parle de musée, pas d'archives, mais elle parle bien des archives en réalité. Mais effectivement, elle dit je suis devenue archéologue. Mais c'est juste, elle a pris les mots commencent pareil, archive, archéologue, et c'est juste une manière de camoufler c'est de l'autofiction, on dirait aujourd'hui, en fait. D'accord, donc ce n'est pas révélateur de certaines conceptions qu'elle aurait de non. Du métier. Non, je pense que c'est juste du camouflage. D'accord, ok. Merci. Enfin, quoique faire œuvre d'historien, soit fait faire l'archéologie de l'archive, hein, ce qu'elle a fait aussi avec l'histoire de la commune. Je voulais remarquer que des trois grandes dames de l'après-guerre, Lanhers, Régine Pernoud et Edith Thomas, il n'y a que Lanhers qui était une réelle archiviste, je veux dire.
que l'Anhers seulement a fait des inventaires, les a signés et a fait le boulot d'archiviste, alors que ni Régine Pernoud n'a jamais fait d'inventaire. Et quant à Edith Thomas, c'est très surprenant, tu n'en parles pas. Si, je l'ai dit tout à l'heure, dans la période 41-44, elle fait l'inventaire des archives, ce qu'elle appelle des religionnaires fugitifs. Et l'inventaire, on le trouve, c'est celui qui est encore aujourd'hui disponible sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. Elle n'a jamais il est signé de son nom. Servir. Je veux dire, elle a écrit sur Jeanne d'Arc, et tu l'as dit tout à fait justement, elle était attirée par Jeanne d'Arc comme étant une exilée, une exclue. Et j'ai été très étonnée qu'elle n'ait jamais exploité les sources qu'elle a trouvées en faisant l'inventaire de ces protestants exilés. Elle aurait pu trouver des figures aussi. Moi j'avoue que j'étais surprise aussi. Oui, je me suis posé la question. Alors, elle a édité dans la Pléiade l'édition critique des œuvres du cardinal de Retz, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Oui, j'étais surprise aussi, ça, je suis d'accord avec toi. Je pensais qu'elle aurait écrit sur les mais non, elle l'a pas fait. Ça lui convenait, en fait. Elle avait choisi un fond qui correspondait à... Elle a changé de sujet après, je sais pas. Elle est restée dans cette approche plus... Elle a quitté le protestantisme, elle est restée plutôt dans le côté communiste, entre guillemets. Comme ce fond qu'elle a fait découvrir par les pétroleuses double C. C'est double C, je crois. Elle aurait pu le faire connaître en tant que fonds d'archives contenant des richesses extraordinaires. Alors, est-ce que ça se faisait vraiment à l'époque, dans les années 60 on valorisait peut-être moins les fonds qu'aujourd'hui, et la publication des inventaires était quand même vraiment réservée. Alors là, et puis en plus, tu sais, je te rappelle ce qu'elle a dit à plusieurs reprises, qu'elle ne voulait pas être le manœuvre de l'histoire. Donc elle voulait écrire elle-même ses livres, elle ne voulait pas publier des inventaires qui auraient servi à d'autres pour publier des livres. Je crois qu'elle a vraiment tenu à exploiter elle-même les archives qu'elle avait et à écrire elle-même. Et je pense que là, il y a une prise de position. Oui, voilà, chez Pernoud, c'est pareil. Elle ne veut pas rester en retrait. J'en profite pour remercier, puisqu'il y a une représentante au moins ici, la Bibliothèque des Archives nationales, qui m'a fourni tellement de documents, tellement de choses avec tellement de gentillesse. Donc, merci beaucoup pour cet exposé et aussi pour la discussion qui me révèle en fait peut-être une université où les femmes sont beaucoup moins présentes dans les années 50-60. Il y a quelque chose qui se joue peut-être là, dans un milieu finalement des annales qui est très masculin et où les femmes sont un peu reléguées à des petites mains. Et la question me poserait justement sur l'engagement religieux, enfin sur la conversion dont tu as parlé, mais ensuite qui reste relativement distante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pratique religieuse où ça apparaît... parce qu'on la voit en fait dans le comité Vérité et Liberté, donc pour la guerre d'Algérie, qui est quand même un comité, si j'ai les Baras, si je me souviens bien, donc c'est quand même, il y a une dimension religieuse dans cet engagement politique. Et tu disais que Ève et les autres étaient finalement un de ses livres les plus intéressants. Les plus drôles. Les plus drôles, d'accord. Donc, est-ce que ça... Les plus drôles, parce que c'est des petits récits, c'est des nouvelles assez courtes. Il y a la femme de Lot, il y a la femme de Putiphar. Enfin, c'est drôle. C'est des petits textes courts qui sont écrits avec une désinvolture dont elle n'est pas coutumière dans ses romans. Non, en fait, elle se convertit au protestantisme, elle pratique puisqu'elle s'est baptisée, etc. Et puis, quand elle a cette tuberculose osseuse, qu'elle doit rester alitée, que là, c'est vraiment son premier grand désenchantement, là, elle dit en gros, j'arrête de croire. Donc elle reste dans cette notion protestante, donc c'est ce qui la rapproche de Chanson, qui était protestant, ce côté un peu ascétique dont elle parle, un peu raide, lui convient bien, mais elle met son élan plutôt vers son espoir, disons, dans le communisme, et après vers l'humanisme féminin qu'elle a toujours appelé de ses voeux finalement. C'est une personnalité assez complexe en fait, qui a c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle s'est un peu heurtée au réel comme une mouche sur une vitre, c'est-à-dire qu'elle a été attirée et puis elle n'est pas très souple dans ses relations sociales et elle est très idéaliste, elle est très exigeante et donc du coup elle a du mal à faire des compromis et ça l'a menée avec beaucoup de déception. C'est sans doute la relation avec Dominique Horry qui est la plus durable, la plus stable et la plus réconfortante pour elle en fait. Malgré la rupture de fait, mais elles sont restées vraiment très très proches. Elles ont beaucoup travaillé ensemble. Ce qui est intéressant.
C'est vraiment alors des personnalités très différentes, avec des destins éditoriaux, si je puis dire, très différents. C'est un peu inattendu dans la vie d'Edith Thomas, l'apparition de Dominique Horry sous cet aspect relationnel. Moi, j'ai découvert ça par le livre d'Angie David sur Dominique Horry. C'est quelque chose de tout à fait inattendu pour ces deux femmes, je pense. Enfin, pas pour Dominique Horry qui avait déjà eu des relations avec des femmes, mais je veux dire, la personnalité d'Edith Thomas est quand même pas quelqu'un a priori dans la séduction, dans la recherche de plaire. Voilà, et je pense qu'elle a été très très surprise par cette proposition qui relevait d'un amour sincère. Et donc Edith Thomas meurt très brutalement en fait d'une hépatite foudroyante. Elle meurt en quelques jours. C'est Dominique Horry qui va à l'hôpital la voir et le frère d'Edith Thomas qui est déjà décédé, enfin la famille ne peut pas venir et c'est pour ça que Horry finalement va faire le tri entre guillemets dans les documents et sans doute se dit bon, les lettres, la correspondance, je vais peut-être les mettre de côté quelque temps. Et quand Dorothy Kaufmann fait son livre et donc va chercher un certain nombre de témoignages de gens qui ont connu Edith Thomas, elle va donc voir Dominique Horry qui est déjà très âgé. Et Horry lui parle un peu de... Puis un jour, elle lui donne donc ce sac de papiers, de documents, en disant « j'ai gardé quelques papiers, mais en fait, il y en avait beaucoup ». Et c'est une chance que ça arrive aux Archives nationales, finalement, cette transmission d'archives en 2 temps, et peut-être en 3e, la famille peut-être donnera la suite. C'est ce que Horry dit avoir donné à la famille, toutes les lettres, notamment avec des personnalités, des gens célèbres, etc. Elle a donné tout ce qui avait une valeur peut-être... de gens plus connus, voilà, et elle a gardé donc ce qui avait vraiment quelque chose de plus personnel. Et puis on trouve donc dans les lettres de Pollan, l'édition des lettres de Pollan chez Gallimard, on trouve ces lettres à Edith Thomas sont éditées. Alors je ne sais pas toutes relevées, enfin je ne les ai pas relevées, mais donc ils échangent un peu sur l'écriture, mais il la taquine un peu sur son engagement communiste, et puis il lui reproche après d'avoir pris le parti de Martin Chauffier en 52. Parce que Pollan est vraiment très déterminé à dire que cette épuration est une honte en fait, et il l'a dit et redit, et il est bien un des rares finalement à le dire à l'époque. Donc du coup il y a un éloignement et il se réconcilie assez tardivement. Il lui écrit à propos de l'apparition d'un de ses livres en lui disant c'est très bien écrit, etc. Et il se réconcilie vers la fin des années 60. Merci pour vos questions, vos remarques et vos échanges.